Bon, écoutez, je vous propose d'ouvrir notre échange. D'abord en vous saluant, c'est tous, et surtout en vous remerciant de votre présence, puisque j'ai appris que c'était une journée chargée. Il paraît qu'il y a pas mal de conférences de presse aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle on va essayer de tenir les horaires. Vous savez que nous sommes à quelques jours de notre congrès et que nous souhaitions ce matin vous présenter un premier bilan de l'année 2014, un bilan pour la coopération agricole. Je vous propose d'organiser notre rencontre en deux temps. Une petite demi-heure d'exposé de ce qui caractérise ce premier bilan, et puis autant de temps que vous souhaiterez pour les questions, bien sûr. Et comme l'actualité est assez dense, je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de questions, et qu'on ne puisse d'ailleurs pas traiter de tous les problèmes, tellement ils sont nombreux. Je vais d'abord passer la parole à Yves Le Morvan, qui va vous présenter l'évolution de ce qu'on a coutume d'appeler le périmètre de la coopération agricole, en précisant que c'est un regard qui est effectué d'octobre à octobre, donc il y a encore eu peut-être quelques événements au cours du mois de novembre et décembre qui ne figurent pas dans ce périmètre, mais enfin, ce regard va vous donner des éléments quand même assez précis de l'évolution. Voilà. Merci Philippe. Bonjour, merci d'être présent. Quelques éléments chiffrés à vous présenter pour lancer la conférence de presse. Le tableau de bord de l'année 2014 pour les coopératives agricoles agroalimentaires, très synthétiquement en quelques chiffres que vous voyez sur les deux écrans. Tout d'abord, le premier chiffre, c'est combien sommes-nous 2750 coopératives Union et SICA, 2350 pour les coopératives Union, donc moins 50 par rapport à l'année précédente, 2013. Donc on est dans le schéma que vous connaissez depuis quelques années, c'est-à-dire une réduction, mais très progressive, très lente du nombre d'entreprises coopératives, un mouvement de consolidation. Deuxième chiffre très important, le chiffre d'affaires des coopératives et de leurs filiales. L'an passé, 84,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires cette année. Je vous rappelle que de façon peut-être un peu simplifiée, ce chiffre peut se séparer en deux à parité, 50% de chiffre d'affaires des coopératives intrinsèquement, socialement, 50% pour les filiales. Et vous voyez donc une croissance de ce chiffre d'affaires, de ce périmètre coopératif, mais faible, ralentie. Il y a certes croissance, mais elle n'est pas exceptionnelle, elle est un peu molle. Les autres chiffres, vous les connaissez, 40% de l'agroalimentaire. Désormais, nous évoquons le poids de nos marques, une marque sur 3 en matière alimentaire. Et le dernier chiffre sur lequel on peut rester quelques secondes, 160 000 salariés. Alors là également, il est peut-être intéressant de ségréguer sur les 160 000 salariés de notre périmètre. Contrairement au chiffre d'affaires, environ 55% des salariés sont dans les coopératives et 45% dans les filiales. Donc voilà une donnée qui a son importance. Et aussi vous rappeler que sur les dernières années, les 5 dernières années, il y a eu croissance de l'emploi dans les coopératives et dans les filiales. Par exemple, sur les 5 dernières années, une croissance de 10% de l'emploi. Par les temps qui courent, c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner sur les qualités de notre mouvement. Pour revenir sur quelques éléments que j'ai cités, notamment le chiffre d'affaires et la croissance de notre périmètre, vous voyez là l'aspect que j'appelais de consolidation de notre périmètre. Sur 2014, un périmètre qui a cru d'un peu moins 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. À noter qu'il y a eu un peu moins d'opérations en 2014 qu'en 2013. Voilà pourquoi je parlais de croissance un peu molle. Sur ces 73 opérations, la majorité sont des opérations de fusion, de rapprochement entre coopératives, majoritairement. Les noms, vous les avez en tête, dans le secteur laitier notamment, Solial, 3A, Agrial, Coralis, d'autres exemples, Terrena, Valnantais, etc. C'est là la majorité des opérations, donc sans croissance évidemment du chiffre d'affaires, puisque là on est en interne. La croissance provient essentiellement des grands groupes coopératifs qui notamment sont portés un peu plus à l'étranger, Indivivo NSA notamment, Limagrin, Tereos, etc. Donc une croissance réduite, et plus encore, si je reprends les propos de Philippe à l'instant, nos stats sont d'octobre à octobre, et donc elles n'intègrent pas dans ce que vous voyez là, la sortie de GAD de la CECAD.
Donc ça veut bien dire que la croissance que vous voyez de notre périmètre resterait une croissance, mais très faible, si on intégrait cette opération. Si on continue et si on se donne une perspective un peu plus longue, notamment de 15 ans, 2 chiffres à vous donner. On est 2750 entreprises en 2014. Si on part de l'année 2000, nous étions 3200. Donc on est bien sur cette continuité de réduction. Vous voyez en 15 ans un périmètre qui a cru un chiffre d'affaires de 14%. Mais ce qui est peut-être intéressant d'analyser, c'est un effet plateau sur les premières années, jusqu'en 2006-2007. Voilà pourquoi, dans la slide suivante, vous allez voir un élément plus distinctif sur le top 20 des coopératives. Et puis à partir de 2007, une accélération de la concentration sous l'effet de la croissance de nos leaders. Plus de 9% à partir de 2007. Et quand on regarde donc le travail de nos leaders, voilà quelque chose d'assez intéressant. Je vous ai donc expliqué pourquoi nous avons choisi l'année 2006. C'est la sortie d'un plateau des premières années de l'année 2000. Et à partir de ce moment-là, un vrai développement de la puissance coopérative. Et si vous analysez le développement de toutes les entreprises, pratiquement tous les noms de 2006 restent en présent et de façon forte en 2014. Moins Socopa et Unicopa, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que les leaders des leaders, à l'intérieur du top 1, sont ceux qui ont le plus cru. C'est-à-dire des entreprises qui, vous voyez le chiffre statistique en bas, c'est une croissance de double. C'est-à-dire que le périmètre était de 27 milliards, il passe à plus de 52 milliards de 2006 à 2014. Donc on voit l'effet inertie, mais très fort de nos leaders. Mais à l'intérieur de ces leaders, il y a un effet encore plus fort des leaders des leaders. Donc vous regardez les Invivo qui sont en tête, les Sodial, Nivesia, Agrial, Axerial, ou à l'intérieur des classements des 10 ou 20e, Maïsadour par exemple, sont des entreprises qui en quelques années ont vu leur chiffre d'affaires consolidé croître entre 2 à 3 en multiple. Vous voyez ce fort effet de leadership qui entraîne nos filières. Si on regarde l'impact que ça peut donner au niveau européen, c'est la dernière slide, vous voyez qu'on progresse, on l'a déjà vu, notamment avec des études de PVC, on progresse, 7 groupes coopératifs français à l'intérieur des 20, mais les leaders coopératifs européens ont encore été plus vite que nos propres leaders. On atteint le top 20, on est plutôt dans la deuxième partie du top 20 que dans le leadership des 10 premiers. Je conclurai en vous disant qu'on a beaucoup parlé de leaders, de gros chiffres d'affaires et tout. Je vous remets en mémoire, cela dit, qu'on crée toujours des coopératives, on en a créé dans la biomasse, on en a créé dans le bio, on en crée aujourd'hui dans les circuits courts. C'est-à-dire que nous sommes dans un mouvement qui est vivant. Il y a de très grands groupes qui tirent les filières, il y a des coopératives qui continuent de naître. Et pour finir sur ce chiffre, nous sommes 2700 coopératives et unions et SICA, 2350 coopératives et unions, et il y en a presque 50%, pas tout à fait, mais presque, qui sont en dessous du seuil PME de l'Union européenne, c'est-à-dire de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a chez nous de grands leaders, mais aussi beaucoup de TPE très actives, pratiquement 50% du nombre total. Donc nous consolidons, mais nous sommes aussi très actifs dans des toutes petites entreprises. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever dans cette évolution 2014 ? Que, comme ça vient d'être rappelé, la croissance se poursuit, même si 2014 marque un certain ralentissement. Le chiffre d'affaires a progressé de 0,6%. En l'occurrence, c'est exactement la progression du secteur de l'agroalimentaire en France cette année. Donc, nous sommes conformes à ce qui se passe dans le secteur de l'agroalimentaire français. La concentration s'accélère. Le top 20 a presque doublé son chiffre d'affaires depuis 2006. C'est assez incroyable. Sur un total de 2750 coopératives, 15 sont à classer dans la catégorie des grands groupes, c'est-à-dire qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard. 15 sont à classer dans la catégorie des grands groupes. Et vous le rappelez, 130 dans la catégorie des ETI. Les ETI, c'est des grosses PME. Et le reste, c'est des PME et petites entreprises. C'est ce que Yves vient de vous rappeler. Donc nous avons une densité qui représente presque 90% du nombre de coopératives, de petites, très petites et moyennes entreprises. Cette concentration, elle va se poursuivre. Et elle doit se poursuivre. Et notamment dans la catégorie des ETI que j'évoquais. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de plus grosses ETI, à l'image de l'industrie allemande. Je
crois qu'on fait souvent cette référence à la puissance des entreprises allemandes. Elles ont une taille moyenne qui est bien supérieure à la nôtre, et c'est ce qui fait leur efficacité. Pourquoi il faut poursuivre cette concentration? D'abord parce que nous sommes de plus en plus confrontés à la volatilité des prix des produits agricoles. En quelques années, la volatilité est passée de 17% à 27%. C'est-à-dire l'ampleur sur une même année des variations de prix ne cesse de croître, de 17 à 27%. Cette volatilité, elle est facteur de risque pour les entreprises grandissant. Et pour mieux maîtriser ces risques, souvent, l'alliance, l'augmentation de la taille est une réponse. Nécessité de concentration encore, parce que nous avons besoin d'investir et d'innover. Voilà sans doute là le mal de l'économie française, cette insuffisance d'investissement, cette insuffisance d'innovation, même si dans le secteur de l'agroalimentaire, le CIAL l'a bien rappelé, l'innovation reste à un niveau élevé, puisque je ne sais plus combien de milliers de produits innovants ont été révélés à ce CIAL, mais il y a un taux de renouvellement des produits alimentaires extrêmement important, plus de 50% sur les 5 dernières années. Augmentation de la taille encore pour gagner la bataille de l'exportation. Et vous savez que si l'on peut se réjouir d'une certaine progression de nos exportations sur pays tiers, malheureusement nous constatons une régression sur le marché européen. Or ce marché est le plus grand marché solvable, il est à notre porte, mais souvent nous ne sommes pas suffisamment armés face à nos concurrents européens, allemands, néerlandais notamment, pour reconquérir ce marché européen. Donc là encore, nécessité de taille pour être mieux armés à l'exportation. Et puis nécessité de taille aussi pour attirer de la matière grise, pour se doter de matière grise. Innovation, investissement, maîtrise des risques, voilà des caractéristiques qui obligent nos entreprises à être extrêmement bien dotées en matière grise. Et la taille de l'entreprise est un facteur d'attractivité, vous le savez bien, pour attirer les compétences. Si le rythme des investissements semble freiner, d'une façon générale, là aussi c'est un regard qu'on peut porter sur l'ensemble de la filière, les investissements semblent freiner, compte tenu de la perte de confiance qui frappe notre économie, c'est sans doute la principale explication, la situation cache des disparités. Et je ne veux pas passer sous silence, par exemple, l'ampleur des réalisations dans le secteur laitier. Hier, je me penchais avec les dirigeants de la région Ouest sur cette politique d'investissement. Dans le lait, vous citez quelques exemples. L'AITA annonce un plan d'investissement de 80 millions d'euros. Isigny-Sainte-Mère, 50 millions d'euros. Maître laitier du Cotentin, 30 millions d'euros. L'Hermitage, dans les Vosges, 60 millions d'euros. Et je ne cite pas là les exemples aussi de Sodial et d'autres groupes. Donc on voit que, certes, au global, les investissements freinent, mais il est des secteurs où le rythme est au contraire accéléré. D'ailleurs, dans le secteur des laitiers, sans doute que la sortie des quotas explique cet investissement rapide qui est en train, et ambitieux qui est en train de se réaliser. Bon, je ne vais pas me livrer à une analyse de la situation filière par filière, ce serait fastidieux, mais bon, vous pourrez y revenir dans vos questions. S'il y a des questions qui se posent sur certaines filières, j'y répondrai bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est la croissance se poursuit. La concentration s'accélère, les investissements sont freinés, mais ils cachent des disparités, des défaillances parfois aussi. Bon voilà, il ne faut pas le nier, je ne vais pas passer sous silence, d'ailleurs Yves l'a rappelé, ce qui s'est passé dans la filière porc avec GAD, mais c'est une crise annoncée. Combien de fois ici vous ai-je dit que nous allions vers des catastrophes s'il n'y avait pas de réaction dans le domaine, enfin dans les filières porc ou volailles. Il y avait une surcapacité industrielle, GAD et SECAB en ont fait les frais, donc il y a effectivement aussi des défaillances dans le secteur. Le taux de défaillance pour l'ensemble du secteur agroalimentaire est de 3,6 en France, en légère progression.
mais j'oserais dire qu'il frappe un peu moins la coopération agricole, même si on en parle beaucoup, que l'ensemble du secteur de l'agroalimentaire. Et puis cela étant, nous restons créateurs d'emplois. Et c'est la raison pour laquelle, je le redirai fermement à l'occasion de notre congrès, nous souhaitons signer le pacte de responsabilité de la filière agroalimentaire. Nous sommes demandeurs que le rendez-vous soit accéléré et que nous puissions signer ce pacte de responsabilité. Même si, vous le savez, nous n'avons pas été éligibles au CICE et qu'à ce jour, nous n'avons obtenu que la suppression de la C3S. Nous restons dans cette dynamique offensive et nous avons des signes sociaux dans plusieurs branches de la coopération agricole qui sont rassurants, puisque les contrats de professionnalisation ont augmenté de 50% entre 2012 et 2013. Donc il y a des signes qui sont quand même rassurants dans le domaine de l'emploi, dans la coopération agricole. J'en viens maintenant à évoquer un autre événement important de 2014 pour la coopération agricole, c'est la création de Coop de France agroalimentaire et sa révélation sociale en présence de Manuel Valls. Vous le savez, nous représentons plus de 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français. Une marque sur 3 dans les rayons alimentaires est issue d'une coopérative, est propriété d'une coopérative. Une marque sur 3. Pensez-vous que dans le contexte de guerre des prix auquel nous sommes confrontés, nous allions pouvoir rester sans réagir? Certainement pas. Je vais revenir sur cette guerre des prix. Cette guerre des prix, elle est ravageuse. Et d'ailleurs, cette analyse fait maintenant la quasi-unanimité. Elle entraîne la déflation. Elle accélère le chômage. Qu'est-ce qui se passe? Les enseignes se livrent une concurrence acharnée au point que leurs marges et leurs résultats en souffrent. Le commerce alimentaire change profondément. Le hard discount est en perte de vitesse. Les marques MDD, la part des marques MDD s'érode. Le drive a connu un développement fulgurant qui semble malgré tout s'essouffler. Le commerce de proximité se développe très fortement, et demain peut-être l'e-commerce. Donc on voit bien que la distribution, le commerce alimentaire est en train d'évoluer fortement. Pour la première fois depuis 23 ans, le pouvoir d'achat des ménages a baissé en 2013. Les Français ont l'impression que c'est une baisse qui est ancienne, qui se prolonge. Non, depuis 23 ans, c'est la première fois en 2013, selon l'INSEE, que le pouvoir d'achat connaissait une baisse. Et voilà, ce sont quand même des facteurs, des événements que je viens de rappeler là, qui nous obligent à nous mettre autour de la table avec les distributeurs, pour essayer ensemble de surmonter cette situation qui est désastreuse. Et voilà la principale raison, s'il en fallait une, qui à elle seule nous a poussé à la création de Coop de France agroalimentaire. Je reviendrai sur le déroulement des négociations commerciales, si vous le souhaitez. Enfin, peut-être vous dire simplement que la loi Hamon, pour laquelle nous nous sommes beaucoup battus, pour qu'elle évolue et qu'elle permette des évolutions, cette loi pourrait offrir un nouveau contexte de négociation. Je dirais pourrait parce qu'il n'est pas sûr que tous les fournisseurs, toutes les coopératives aient encore bien intégré tout le contenu de cette loi. J'entends dire, on arrive dans les box de négociation et on n'est pas assis qu'on nous dit c'est moins 10 par rapport à l'année dernière. Et c'est une catastrophe, etc. La loi interdit, la nouvelle loi Hamon interdit que la négociation démarre sur ces bases. La loi Hamon redonne aux fournisseurs que nous sommes
la main sur les négociations, puisque ce sont les conditions générales de vente, c'est-à-dire l'offre de nos conditions qui doivent primer dans la négociation. Donc quand on rentre dans un box, on ne doit pas s'entendre dire c'est moins 10 par rapport à l'année dernière, parce que d'abord, on a dû envoyer nos offres de conditions générales de vente pour le 31 novembre, et c'est sur la base des offres que nous avons construites que la négociation doit s'ouvrir. Voilà ce que dit la loi. Et ça, c'est quand même une donnée qui doit, si ce n'est renverser, améliorer considérablement le déroulement des négociations. Trop tôt pour dire si c'est comme ça que ça se passe, évidemment. Vous savez que nous avons demandé, à l'occasion de notre rencontre avec le ministre de l'Agriculture, Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, Madame Delgarde, ministre de la Consommation, cette fameuse rencontre qui a réuni toute la chaîne alimentaire, nous avons demandé la mise en place d'un comité de suivi à l'ouverture des négociations pour que chacun donne un peu son point de vue sur la situation, à mi-parcours, et enfin, de négociations pour faire un bilan. Et pas dans la CEPC, parce que la CEPC, on est dans des procédures juridiques, c'est bien normal, on porte un regard sur les dossiers de la DGCCRF ou d'autres, c'est pas le lieu où on puisse échanger de façon responsable et plus libre entre les acteurs. Il faut ce comité de suivi. Les ministres avaient à cette occasion acté sa création. À ce jour, rien. Toujours aucune réunion. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux de voir maintenant des ministres faire des annonces régulières qui ne soient pas suivies d'effets. Et ça arrive de plus en plus souvent. Il ne faut pas se demander pourquoi la confiance n'est pas au rendez-vous. Ce comité de suivi, il est nécessaire, et nous le redirons aussi avec fermeté au cours de notre congrès. Donc, voilà, les négociations sont en cours. Nous sentons dans certains secteurs, bien sûr, une volonté des distributeurs d'anticiper une baisse annoncée, par exemple, dans le lait. Tout le monde est en train de craindre une crise grave dans le lait. Il est malheureusement fort probable qu'elle arrive. Et donc, vous avez des distributeurs qui se précipitent pour essayer d'anticiper ces baisses. Ça, c'est pas acceptable, évidemment. Donc, il est des filières où les négociations sont encore difficiles. Mais nous misons quand même sur un climat un peu meilleur. Et en tout cas, nous avons créé Coop de France Agroalimentaire pour, avec chaque enseigne, se mettre au travail sur les marges de compétitivité que nous pouvons gagner en discutant. Il faut sortir de l'affrontement et se mettre autour de la table pour dire sur la logistique, sur le supply chain, sur les opérations d'alimentation, enfin sur le stockage, sur tout ça, sur la contractualisation dans certains domaines. Voilà des chantiers sur lesquels, sans qu'il y ait de répercussions sur le consommateur, nous pouvons trouver des économies, des gains de productivité à partir du moment où on se met autour de la table. Voilà le travail que nous entreprenons, puisque nous l'avons commencé, avec les enseignes dans Coop de France Agroalimentaire. Enfin, 2014, c'est aussi la création de l'Institut de la coopération agricole. Je vais en dire un petit mot parce que on ne peut pas parler de la coopération agricole sans souvent évoquer les défis qui lui sont lancés au travers de la gouvernance. Mais oui, la réussite coopérative, c'est la réussite de sa gouvernance. Et souvent, il n'est pas difficile de constater que quand il y a échec, la gouvernance n'était pas forcément toujours la meilleure. Donc c'est un sujet autour duquel nous sommes très mobilisés depuis longtemps. Mais là, nous avons réalisé un acte fort, manifesté une volonté politique ferme de renforcer la formation des dirigeants coopératifs, qui est vraiment le gage d'une meilleure gouvernance. Et puis enfin, 2014, c'est la deuxième année de notre campagne de communication de la coopération agricole. Je vais vous en dire un petit mot parce que c'est une première en France dans la profession. C'est une première en France dans la profession. Pourquoi c'est une première? C'est une première dans son principe. Financement volontaire d'une campagne. Volontaire.
Jamais personne n'avait tenté ça. Plus de 600 coopératives qui nous disent banco, nous sommes là, nous cotisons, nous contribuons. Et avec cette adhésion, cet engagement des 600 COP, nous avons un budget de quelques 5 millions d'euros. C'est une première dans la durée. Personne n'avait encore eu l'audace de bâtir une campagne de communication sur une durée de 3 ans minimum. Dans notre esprit, c'est 5, 7, 10, à l'image des artisans. Mais nos COP sont engagés pour 3 ans déjà. C'est une première dans son ampleur. Télé, radio, réseaux sociaux, déclinaison sur le terrain, dans les 600 coopératives engagées. Et il y a des choses extraordinaires qui se réalisent, avec un enthousiasme et des adhérents et des salariés, et une déclinaison formidable. Et puis, voilà, c'est une campagne qui a été saluée, puisque au sommet international de Québec, nous avons été primés. Et le concours était quand même mondial, 95 pays, des projets, vous savez, il y en avait. Nous avons été primés, notamment au travers d'abord de sa réussite, mais aussi de la mobilisation qu'a supposé cette campagne. Enfin, c'est une campagne qui va encore monter en puissance. Cette année, 2 événements nouveaux vont s'additionner aux outils que je viens de rappeler et aux supports médias que j'ai évoqués. Nous allons organiser des trophées de la coopération agricole dans 2 directions. D'abord vers toutes les coopératives qui auront innové, et puis vers les jeunes. Vers les jeunes parce que, vous savez ma sensibilité sur ce point, je crois vraiment que la modernité de notre modèle est réelle, que le contexte dans lequel nous évoluons le confirme chaque jour, et que nous sommes armés pour attirer les jeunes, qu'ils soient futurs agriculteurs ou futurs collaborateurs de nos entreprises, et donc nous allons organiser envers eux des trophées. Et puis le 2e événement, ce sera la semaine de la coopération agricole au mois de juin, où nous demanderons à toutes les coopératives d'organiser des événements sur le terrain, portes ouvertes, manifestations diverses, pour montrer un peu nos réalisations et ce que nous pouvons construire sur nos territoires en termes économiques, mais aussi en termes sociaux, en termes écologiques aussi. Il y a beaucoup d'initiatives méconnues. Enfin, pour finir, je voudrais vous dire que notre congrès approche, puisque c'est la semaine prochaine. Alors, un ministre, des ministres, oui, sans doute. Comme d'habitude, on finalisera tout ça dans les dernières heures, puisque les ministres ont des calendriers chargés, ça c'est sûr, mais instables. Ça, c'est aussi l'actualité, sans doute, qui l'oblige. Donc, on verra. Une table ronde, en tout cas, très, très intéressante, puisque nous allons traiter de l'investissement et de la création de valeur dans l'économie agricole et agroalimentaire. Et nous avons fait appel à Xavier Fontanet, PDG des Silor, qui vient de publier un ouvrage extrêmement intéressant en la matière. Et puis, surtout, Christoph Schmidt. Christoph Schmidt, c'est un célèbre économiste allemand. C'est le président d'un petit groupe de 5 économistes qui, vous le savez, chaque année, enfin 2 fois par an, rencontre Madame Merkel pour lui faire part d'abord de l'analyse qu'il porte sur l'économie allemande et surtout des recommandations qui leur semblent judicieuses. Donc c'est un économiste de grande réputation et de grande qualité qui nous dira d'abord l'expérience et le vécu allemand autour des problématiques d'investissement et de création de valeur. Voilà. Donc un congrès sans nul doute mobilisateur, bon, 1 millier de congressistes comme depuis plusieurs années, et un temps fort pour notre mouvement, évidemment.